Bonjour et bienvenue dans Sous la robe. Pour ce 6e et dernier épisode, nous sommes allés à Lirac, à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest d'Avignon. Là, on fait le tour du château. Ah, les douves. Ah bah là, on entre dans le château. Là, on peut pas y aller. Nous avons rendez-vous au château de Montfaucon avec Rodolphe Depince, vigneron, et François Miquel, directeur général de la maison de négoce Augier. Les deux hommes représentent aussi l'appellation Lirac, cru des Côtes-du-Rhône. Avec eux, nous nous sommes demandé ce que ça voulait dire de boire du vin en 2020. Pour le comprendre, nous avons un peu remonté le temps et sommes retournés aux origines de cette boisson. Mais qu'est-ce qu'on fait? On frappe à la porte du château. Ça n'a pas de sens. Je comprends pas. Il s'appelle dans le château. Oui, bonjour Rodolphe. On est au château en fait. On est un peu. Comme vous pouvez l'entendre, la route est belle, mais nous sommes un peu perdus. Vous repartez dans le sens par lequel vous êtes arrivé et vous allez arriver devant la cave. Et vous êtes à 150 mètres, hein, pas plus. D'accord. Et vous allez tomber dessus en face et puis on va vous voir. À tout de suite, merci. C'est l'aventure. Bonjour. Du coup, le château, c'est. Vous y habitez? Oui. Ah, génial, c'est assez incroyable. Alors, vous allez voir, c'est une maison en habitat. Au château de Montfaucon avec Rodolphe. On n'est pas dans un Depince, musée. vigneron, et François Là, on rentre Miquel, dans le château. directeur général de la maison de négoce. Oui, on s'est un peu incrusté chez vous, je suis Les deux hommes désolée. représentent aussi l'appellation Lirac, On va sur le toit. cru des Côtes-du-Rhône. Ça vous dit? Ouais. Ça va? Là, on est sur les toits. Ouais. Et on va voir un peu une vue sur le Rhône. Oui, c'est une vue sur le Rhône, le parc. On voit, là il y a une vigne, et avant il y a le cimetière là. Et quand ils ont fait une extension du cimetière, ils ont trouvé les ruines d'un village du 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'était l'époque massaillette. Et Massaillette, c'était un peu les Grecs qui avaient découvert Massilia, Marseille, et qui avaient remonté le long du Rhône et fait des comptoirs. Et Montfaucon en était un. Et c'est dans cette parcelle là où on a retrouvé tous ces morceaux d'amphores et donc déjà commerce du vin. Donc vraiment, depuis l'époque romaine, on a des certitudes que des vins étaient produits ici, que les terroirs ont été remarqués par leur qualité pour faire des vins, j'allais dire d'exception, ça c'est mon côté un peu fier, mais vraiment des vins de très bonne facture. Et on a une idée des cépages qui étaient plantés à l'époque, ou moins du type de vin qu'on buvait. Je sais que les Égyptiens, ils buvaient leur vin, mais par exemple, ils rajoutaient dedans du miel, des épices, etc. Et effectivement, à l'époque romaine, on entend souvent que les vins, puisqu'ils avaient des problèmes pour les conserver, donc on imagine qu'ils étaient très bons juste après les vinifications, qu'ils étaient très fruités, et que plus on va dans le temps, plus c'était difficile. Donc voilà, et on sait qu'ils ajoutaient effectivement des épices. Du miel, ça arrivait, il y avait les vins d'Hippocrate, et aussi un peu d'eau salée. Effectivement, à partir de là, on peut très bien imaginer que les vins avaient un goût vraiment différent de ce qu'on connaît actuellement, sauf peut-être juste aux sorties des vinifications où pendant 1 mois, 2 mois, le vin reste naturellement assez stable. Tu compléteras sur la partie de l'histoire la plus ancienne, mais je pense que sur la France, pour parler du marché français, on est quand même passé en une 50aine d'années du vin, vous parlez tout à l'heure des styles de vin, mais qui étaient aussi des vins à plus petit degré. On buvait, le vin était plus une boisson, je dirais, on buvait à midi parce qu'on avait besoin de se réhydrater. Oui, c'était 8-9 degrés. Ouais, voilà, c'est ça, 8 à 10. Et aujourd'hui, le vin est plus un produit de cérémonial, culturel. On est tombé plus vers une consommation qui est moins volumique, mais une consommation qui est plus liée à un instant, un partage, convivialité, un mariage avec une cuisine, un plat. Donc je pense que c'est ce qui a changé. Et ce qui est intéressant, et ce que j'ai lu aussi, c'est que l'apparition des vins, comme on les connaît plus maintenant, est arrivée aussi au moment où l'Église s'est mise à faire du vin, parce qu'ils avaient besoin de vin pur pour la messe. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a aussi fait le vin autrement, qu'on a arrêté d'ajouter le miel, les épices, etc. Parce que c'était aussi une demande du clergé, et du coup
Bon, ça ramène aussi le vin dans un degré peut-être plus moins ésotérique et plus religieux. Oui, mystique de toute façon, on le sait, hein, les moines, les abbayes, les monastères ont été au Moyen-Âge des acteurs du développement de notre vignoble. Et en Bourgogne, hein, on a toujours ces abbayes et Cluny et compagnie ont été vraiment des pionniers, des défricheurs pour planter de la vigne. Donc cette trace, elle est toujours là et on leur doit beaucoup, je pense, parce que si beaucoup de terroirs n'auraient pas été découverts sans eux. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les hommes d'église, les moines, ont été des développeurs de vignobles. Là, on passe par les tours. À cette époque, les vins sont conservés en fût et encore très peu mis en bouteille. Ce n'est que dans les années 60 que la mise en bouteille au château va se généraliser. En 1789, la Révolution française va engendrer la redistribution des vignes seigneuriales et ecclésiastiques. Après l'Église, ce sont les négociants qui vont s'occuper du commerce du vin et acheter le vin ou les raisins aux vignerons pour les commercialiser. Au début du XXe siècle, les coopératives, groupements de vignerons qui mettent les moyens de production en commun, naissent. Les premières appellations contrôlées pour le vin sont créées en 1936. Elles permettent à l'époque de limiter les fraudes et donc les mélanges des vins venus de plusieurs régions, voire de plusieurs pays comme l'Algérie. L'appellation Lirac est créée en 1947. Bref, on le voit, l'histoire du vin est intimement liée à l'histoire avec un grand H. Allez, on monte. On va en voir encore mieux. Ouais. Là, on est au point le plus haut. J'ai demandé à François Miquel si le goût des consommateurs à l'Irak et plus globalement dans les Côtes-du-Rhône avait beaucoup évolué. Un mot qui revient régulièrement de la part des dégustateurs, de la part des journalistes, de la part des amateurs, c'est le mot fraîcheur. Et c'est vrai qu'avec l'évolution des climats, on s'aperçoit même ces évolutions récentes, des 10-15 dernières années. Avant, il faisait frais le matin, il faisait frais le soir. La fraîcheur le soir, on la cherche de plus en plus ces dernières années. Et l'Irak est une appellation qui est très protégée du couchant, donc de la brûlure du soleil de fin de journée, qui va aussi participer à amener cette fraîcheur dans les vins, qui je pense aujourd'hui est quelque chose qui est apprécié par le consommateur. Moi je me rappelle quand j'ai commencé ici, de se faire reconnaître par nos blancs, c'était compliqué. Mais en fait, au fur et à mesure, ils ont dégusté les vins, puis ils les ont trouvés bons, et puis leurs clients les ont trouvés très bons. Alors il y a aussi un peu les consommations évoluent, les citadins, les urbains mangent peut-être plus de légumes, plus de poissons, un peu moins de viande. Effectivement, on a tendance à notre époque à boire des vins en dehors des repas, pour l'apéritif ou en soirée. Une autre chose qui a beaucoup changé dans notre façon de consommer le vin est qu'aujourd'hui, 80% du vin est consommé dans les heures qui suivent son achat. Les acheteurs veulent boire leur vin tout de suite et ne les conservent plus des années dans leur cave. De tout temps, les vignerons et les négociants ont donc dû s'adapter au goût des consommateurs, mais aussi aux différentes modes. L'engouement pour le bio et l'envie des Français de consommer des produits meilleurs pour eux et pour la planète obligent aussi les vignerons à se remettre en question. J'ai demandé à Rodolphe de Pince de me parler un peu du bio dans l'appellation. Alors il y a un vrai engouement. À l'heure actuelle, on est à plus de 50% de vignerons qui soient certifiés bio ou en conversion bio. Mais il y a aussi les autres un peu, on appelle ça les autres mesures agro-environnementales. On a aussi des vignerons qui sont engagés dans la biodynamie. On a des vignerons un peu nature. Et justement, maintenant c'est 50%, ça a beaucoup évolué au cours des dernières années. Ça a été facile de faire ces conversions-là ? Alors, c'est jamais facile pour un vigneron de changer ses habitudes, mais ils le font, et ils le font de façon volontiers. Et puis, une chose où on se sent privilégié, c'est qu'on est dans une région qui est plutôt très favorable, avec une climatologie où on a très peu de pluie, donc très peu de maladies, on en a, cryptogamiques, mais on a des orages qui sont plutôt forts, et puis derrière, on a aussi le Mistral qui vient, qui sèche, qui a un effet de ventilateur, et qui est vraiment cette lutte contre les champignons qui peuvent détruire notre récolte, elle est vraiment facilitée. Voilà, par rapport à d'autres régions, on est privilégié.
Pour terminer notre rencontre, j'ai lu un passage de l'entretien de Pierre Guigui qui imagine dans une projection catastrophique le futur de la vigne en 2050. Nous sommes en 2050. La vigne est cultivée hors sol. Comme cela coûte très cher de pratiquer la viticulture et l'agriculture en plein champ, sans parler du coût des transports, on le fait désormais sur les toits des villes. Tout est bétonné. Les terrains agricoles se sont raréfiés et c'est pourquoi on fait désormais du hors-sol, comme à Babylone. Il faut aussi dire que de nouvelles maladies qui ont émergé depuis le début du siècle ont complètement ravagé le vignoble. Maintenant, on travaille avec des vignes hybrides résistantes et des OGM, bien sûr, qui résistent aux maladies et surtout dont on peut réguler la production. On peut sélectionner une vigne qui produit beaucoup ou une vigne qui produit peu. Ainsi, il est possible de réguler la production par rapport à la demande des consommateurs selon le pouvoir d'achat. Plus les vignes produisent en quantité, plus le coût est accessible pour les catégories moins aisées et inversement. Plus les vignes sont productives, plus le vin se boira rapidement et aisément. On contrôle de même le taux de sucre et l'acidité. Le choix des vignes génétiquement modifiées permet d'obtenir une production exactement adaptée à la consommation. Donc, je vais prendre la photo parce que ça m'intéresse d'acheter le bouquin. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que le vin, ça restera un produit agricole qui part de la terre et que ça se produit pas hors sol. J'en suis persuadé. Sinon, évidemment, ça va changer. Je pense que la consommation va continuer à baisser, en particulier en France, c'est inexorable. La bière, boire moins, les spiritueux, enfin, il y a plein de raisons qui font que la consommation de vin va baisser. Le vin, je pense, là vous me demandez de nous projeter, on fait un peu dans Nostradamus, oui. Hein. Le vin va devenir de plus en plus un produit de luxe, donc on va avoir une production de masse qui va diminuer. Je pense que le vin n'équivaudra plus à une production de masse du vin pas cher qu'on achète un allébib de 10 litres, c'est ma vision, je peux me tromper. Hein. Donc je pense qu'on va plutôt se diriger de plus en plus vers des vins de terroir, vers des notions de travail d'un vigneron, exprimer un sol, exprimer des cépages, mais qu'on va de plus en plus devenir vers accentuer ce côté un petit peu haut de gamme et rare du vin. Moi, ça serait plutôt ma version, entre guillemets, plus conservatrice. Mais... Moi, ça me fait référence à une évolution d'une certaine agriculture. Alors effectivement, il y a eu ce chemin-là qui s'est fait et qu'on voit dans d'autres productions, hein, les tomates, beaucoup de cultures dans l'élevage, je trouve proprement scandaleux, en fait, où on déconnecte la terre des productions agricoles. Alors peut-être que cette évolution serait possible, il y a eu une certaine industrialisation d'un certain type de vin, mais le vin étant tellement culturel et il y a tellement de goût, d'affaires autour de ça que je n'y crois pas beaucoup non plus. Alors, et comment vous l'imaginez alors, dans votre version à vous ? Moi, ce que je retrouve un peu grâce à des gens comme vous, comme des gens, des gastronomes, des gens qui s'intéressent, et on l'a vu pendant le confinement, des gens qui s'intéressent à l'origine des choses. Je pense qu'on va revenir vers plus de local, plus de vrai. C'est un peu... le mouvement bio explose. Tous les autres sont en régression. Le mouvement bio est en progression de 15 à 20% dans toutes les productions. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les consommateurs, ils veulent faire attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils mettent dans leur corps et soutenir aussi, un peu avec les modes, cette agriculture qui fait un peu plus attention. On sort de ces mouvements très productivistes où il fallait, après-guerre, nourrir la planète. Et voilà. Alors, ces challenges sont toujours là, mais comme le vin est aussi un petit peu un goût de luxe, peut-être elle va pouvoir se permettre cette transition qui est déjà bien enclenchée. Et ça veut dire que les classes populaires pourront plus consommer de vin ? Non, j'y crois pas. J'y crois pas parce que il y aura toujours des vignerons, et on le sent par éthique, qui veulent faire des vins
qui sont accessibles, mais bien produits et qui seront... ça dépend du rendement, de l'endroit où on est, mais on n'est pas obligé d'avoir des vignes dans le béton pour faire du bon vin. Donc c'est plutôt une belle vision que vous avez, ça veut dire qu'on pourra boire des vins encore meilleurs que maintenant, qui seront plutôt bons pour la planète, ou en tout cas avec des productions qui ne font pas de mal à la planète, et que tout le monde pourra boire du bon vin, classe populaire comme les élites. Moi, je suis confiant, très très confiant. Eh ben, c'est bien, et on est juste devant la boulangerie, donc on peut aller chercher nos sandwichs au saucisson ou au jambon. La tarte aux fraises. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup. Un plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on va écouter ? On se quitte sur la musique d'Étienne Dao. Sous la robe, saison 2, c'est fini. Pas mal, pas mal. Sous la robe est un podcast de Binge Audio en partenariat avec les Côtes-du-Rhône. Merci à Solène Moulin qui, comme vous avez pu l'entendre, a piloté cet épisode au volant et à la console. Merci également à Soraya Kershawi-Matignon et Alban Philly pour leur organisation sans faille. Je vous dis à vite et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.